Est-ce que vous aussi, vous pensiez que quand vous déposiez de l'argent sur votre compte en banque, votre argent était dans une sorte de coffre numérique dans lequel personne ne pouvait le toucher et il vous attendait bien sagement jusqu'à ce que vous le retiriez? Peut-être que certains d'entre vous croient toujours ça. Mais pour ces personnes, je suis désolé de perturber votre réalité, mais cette théorie est totalement fausse. Quand vous déposez de l'argent dans une banque, il n'est pas tranquillement en train de dormir en vous attendant. Il est utilisé, prêté, investi, déposé par la banque dans laquelle vous êtes. Et du coup, sur la base de cette question, on peut se demander un truc. Elles font quoi, concrètement, les banques avec notre argent? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce podcast. Bienvenue sur Investia, le podcast finance et investissement accessible à tous. Je m'appelle Lovig et on va regarder ce que font les banques avec notre argent. Première question. C'est quoi en fait une banque concrètement? Une banque, c'est une institution financière qui a 3 gros jobs. Le premier job, ça va être de recevoir des dépôts pour stocker l'argent des clients, a priori en lieu sûr. Le deuxième job, c'est de fournir des prêts d'argent à ceux qui en ont besoin, avec évidemment des taux d'intérêt. Et le troisième job, c'est de fournir des services financiers comme des crédits ou des services de paiement. Une banque, c'est plus ou moins un intermédiaire. C'est pas si évident que ça, mais on va simplifier à fond et on va voir ça comme un intermédiaire qui va mettre en relation deux entités qui sont complémentaires. D'un côté, ceux qui ont de l'argent entre guillemets en trop, les épargnants, et de l'autre, ceux qui ont besoin d'argent, les emprunteurs. Et sur cette base, il va y avoir une sorte de roulement de liquidité, un système bien huilé qui permet de tout gérer. Les clients viennent déposer leur argent à la banque sous forme de dépôt, les comptes courants, les comptes épargne, les dépôts à terme, tout ça vous connaissez. Et ces dépôts, ils vont pouvoir fournir à la banque les ressources initiales pour pouvoir proposer leur deuxième service qui sont les prêts. Les banques, elles vont pouvoir se servir des fonds déposés par leurs clients pour prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin, que ce soit aux entreprises, au gouvernement, aux particuliers, etc. Sauf que ces prêts, ils vont être octroyés avec des taux d'intérêt de 2, 3, 4, 5%. Et on pourrait croire que les taux d'intérêt vont servir derrière à récompenser les clients qui mettent leurs fonds en dépôt à la banque, parce qu'au final, ça reste leur argent qu'on a utilisé pour le prêter à d'autres mecs, et la boucle est bouclée. Sauf qu'en fait, la boucle, elle est vraiment pas bouclée. Pour essayer de comprendre où va notre argent, on va prendre l'exemple d'un petit billet vert de 100 € que vous déposez tranquillement au distributeur en pensant qu'il va être caché dans un coffre bien au chaud jusqu'à ce que vous reveniez. Qu'est-ce qui se passe avec votre billet de 100 €? La première chose, c'est qu'il faut vraiment comprendre qu'une banque ne peut pas non plus faire n'importe quoi. En fait, techniquement, elle peut, mais bon, pas complètement. Elles vont quand même être soumises à 2 grosses règles. La première règle, c'est l'obligation de trésorerie, qu'on appelle aussi exigence de réserve minimale ou réserve obligatoire. C'est l'obligation qu'ont les banques de conserver une certaine quantité de leurs fonds en réserve, soit en espèces dans des coffres ou soit sous la forme de dépôt. Elles doivent avoir du pur cash, en gros généralement entre 1 et 10%. Donc notre billet de 100 €, il va être découpé en plusieurs parties et il y aura, imaginons, 10 € qui iront dans la trésorerie de la banque. C'est la loi, c'est obligatoire. Bon, en soi, c'est pas complètement vrai, puisque depuis quelque temps, la Réserve fédérale américaine a un petit peu enlevé cette obligation de trésorerie. Par exemple, aussi au Royaume-Uni, on n'a pas cette obligation de trésorerie qui est fixée par la Banque centrale. Ça dépend un petit peu des pays, mais gardons en tête qu'une banque doit quand même avoir un petit peu d'argent à disposition. Bref. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelle la réglementation prudentielle. En gros, c'est une contrainte qui oblige ce qu'on appelle un ratio de solvabilité. Le ratio de solvabilité, c'est le fait de devoir respecter un certain niveau de fonds propres par rapport à leur bilan en bas. Imaginez-vous vraiment la fraction fonds propres en haut, bilan en bas. En haut, les fonds propres, ça va être tous les moyens qui ont été mis à disposition de la banque par les actionnaires et les bénéfices qui ont été faits mais qui n'ont pas encore été distribués. Si les actionnaires ont mis $1 million sur la banque et qu'elle a fait 300 000 de bénéfices, elle a 1 million plus 300 000, 1,3 million de fonds propres. Ok, ça c'est le haut de l'équation. Maintenant, si on regarde en bas, on a le bilan. Le bilan, c'est l'ensemble des prêts et des investissements que la banque détient. Si j'ai prêté 400 € à un pote et que j'ai investi 600 € dans la crypto, mon bilan total, c'est de 1000 €. Donc, en gros, l'idée, c'est de toujours avoir des réserves et de ne pas investir ou prêter tout son argent. Le ratio de solvabilité, il est de 10,5%. Donc en gros, si la banque veut pouvoir prêter et investir 1000 €, elle doit détenir environ 95 € de capital. Ok, on revient à nos 100 €, qui ne sont plus du coup que 90, puisqu'on a dit que 10 € sont partis dans la trésorerie de la banque.
Une partie de ces 100 euros vont être utilisés pour faire des prêts aux entreprises et la banque va générer de l'argent sous la forme de taux d'intérêt. C'est d'ailleurs comme ça qu'une banque gagne de l'argent. On va voir ça juste après. On imagine que 15 euros sont allés dans un prêt pour des entreprises et on aura 15 autres euros qui feront leur petit chemin en étant empruntés à d'autres personnes, que ça soit sous la forme d'hypothèques, de prêts pour la voiture, de prêts perso, etc. Les intérêts durent généralement 10, 15, 20, voire 30 ans et ça assure des revenus réguliers à la banque. Et une banque, elle va se rémunérer en facturant plus de taux d'intérêt sur les prêts que ce qu'elle va payer aux déposants dans le livret A à 4% par exemple. Ces 100 euros, vous les mettez sur un compte épargne à 4%, justement, vous gagnez la douce somme de 4 euros par an, bravo, vous avez généré des revenus passifs. Par contre, la banque, elle peut utiliser 90 euros de ces 100 euros pour les prêter à un taux de 10% et donc gagner 9% par an, 10% de 90. Vous reversez les 4 euros, vos 4%, et derrière garder 5 qu'elle va pouvoir distribuer pour payer ses actionnaires. Mais c'est loin d'être la seule façon d'utiliser l'argent des dépôts. Les banques, elles peuvent aussi prendre l'argent des dépôts pour l'investir. Elles font généralement plusieurs types d'investissements. Forcément, ce sont des systèmes très complexes. C'est compliqué de vous retransmettre ça dans un podcast de 20 minutes, mais l'un des investissements les plus communs, ce sont des obligations et des bons du trésor. Les obligations et les bons du trésor, ce sont des actifs qui sont tous les deux émis par un gouvernement et qui sont considérés comme l'un des investissements, si ce n'est l'investissement le plus safe, tout simplement parce que c'est un gouvernement qui les émet. Les bons du trésor, c'est ce qu'on appelle des titres de dette à court terme, où le gouvernement vient emprunter de l'argent à une banque et promet de lui rembourser sur une période d'environ 1 an. En général, les bons du trésor, ils sont émis avec ce qu'on appelle une décote, c'est-à-dire qu'ils vont être vendus à un prix qui sera plus bas que leur valeur normale, et l'investisseur, donc la banque, fait un profit en recevant le montant à la fin. En gros, le gouvernement américain, par exemple, va émettre un bon. Vous voyez ça vraiment comme un ticket. Dans ce ticket, ça dit que si vous leur achetez ce bon 950 euros aujourd'hui, eux, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, de vous le racheter dans 1 an tout pile au prix de 1000 euros. Donc ce sont forcément des investissements qui sont considérés comme très sécurisés, surtout pour les gros gouvernements, parce que c'est pas un investisseur particulier qui veut acheter sa voiture à qui on prête de l'argent. C'est vraiment un pays complet. Une obligation du trésor, c'est exactement la même chose, mais sur du plus long terme. Ils ont une échéance qui peut aller de 10 à 30 ans, et l'une des grosses différences avec les bons, c'est que les obligations doivent payer des intérêts à taux fixe tous les 6 mois jusqu'à l'échéance, contrairement aux bons du trésor où c'est juste « je te l'achète 900, tu devras me le racheter 1000 ». Bons du trésor, dette de gouvernement à court terme, obligation, dette à long terme. Si vous voulez un petit moyen mnémotechnique très bancal, le B de bon arrive au début de l'alphabet, donc il n'est pas long, alors que le O il arrive un petit peu plus loin. Voilà, j'ai pas trouvé beaucoup mieux que ça, désolé. Donc les banques, elles aiment bien se positionner sur les deux. Les bons parce qu'ils permettent de facilement gérer les flux de liquidité d'une année à l'autre. Si vous voulez récupérer du cash, c'est pratique, vous y avez accès très vite vu que c'est une dette à court terme. Donc on dit que c'est très liquide. Et les obligations parce que ça génère des intérêts réguliers et que c'est très safe. C'est une façon très peu risquée pour une banque d'avoir des revenus réguliers. Sauf que depuis la dernière année, la Réserve fédérale, qui globalement a le contrôle de la planche à billets, a augmenté les taux d'intérêt, les taux de prêt. Et les taux de prêt, c'est en partie ce qui leur permet de gérer l'économie et l'inflation comme ils le veulent. Si par exemple ils veulent stimuler l'économie, ils veulent inciter les gens à dépenser, à acheter, à consommer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diminuer le taux pour emprunter. Parce que du coup, les gens pourront beaucoup plus faire des crédits et iront le dépenser. S'ils veulent au contraire un petit peu resserrer les taux, diminuer l'inflation, ils vont augmenter les taux. Ça va être beaucoup plus dur d'emprunter de l'argent. Sauf que depuis la dernière année, les taux ils ont augmenté. Donc les gouvernements qui émettent des obligations, une sorte de prêt en fait, et si les taux augmentent, ils doivent rembourser plus. C'est pour ça que les obligations d'aujourd'hui ont beaucoup plus de valeur que les anciennes, puisqu'elles payent plus d'intérêts à long terme. Donc les banques sont assises sur tout un tas d'obligations d'État qui ont perdu de la valeur, ce qui n'est pas grave en soi, mais c'est un petit peu pour que vous compreniez à peine à quel point c'est un système qui est complexe. Et encore là, on est vraiment sur le haut de la partie émergée de l'iceberg. Derrière, les banques, elles peuvent aussi faire des paris beaucoup plus risqués, comme investir une partie de leur portefeuille en bourse, éventuellement en crypto. Je sais pas trop s'il y a des banques qui le font pour la crypto. Je sais que certaines financent des startups crypto, mais c'est encore un système qui est assez différent. Donc, quand vous revenez pour récupérer vos 100 euros, en fait, la banque les a complètement dépensés pour les prêter ou les investir. Et elle va pas vous donner du tout les mêmes 100 euros, mais plutôt celles qu'elle a dans ses réserves pour pouvoir vous rembourser. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque repose sur un système qui dit que si tous les clients voulaient retirer tout leur argent en même temps, elle ne pourrait pas payer tout le monde.
C'est pour ça que ce qui est le plus craint dans le monde bancaire, c'est ce qu'on appelle un bank run. S'il y a une mauvaise nouvelle, une info ou autre sur une banque et que tout le monde veut partir, ça peut créer une sorte de gros effet boule de neige où la banque va être obligée de liquider toutes ses positions, de tout vendre, ce qui peut devenir très inconfortable et la banque peut faire faillite. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la Silicon Valley Bank. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais les clients ont retiré 42 milliards de dollars en 24 heures. La banque a dû vendre ses obligations à perte de 1,8 milliard de dollars, ce qui a tout fait couler. Mais évidemment, il ne faut pas non plus commencer à être complotiste. C'est un cas très précis d'une banque d'entreprise tech dont les clients étaient principalement des startups. C'est une situation qui n'arriverait normalement pas dans une banque classique. Mais il faut quand même garder en tête que les banques ont une marge de manœuvre très élevée avec nos dépôts et que déposer son argent à la banque n'est pas sûr à 100% comme certaines, voire beaucoup de personnes pourraient le penser. Les banques restent quand même des investissements financiers extrêmement régulés, donc la marge de sécurité est haute, mais on n'est pas à l'abri d'un bank run à la suite d'informations un petit peu bancales sur une banque. C'est pour ça que je vous conseille fortement de ne pas laisser la totalité de votre épargne sur votre même compte en banque. Je sais qu'il y a une loi qui dit que, imaginons qu'une banque fait faillite et que vous avez par exemple 150 000 euros sur ce compte, normalement l'État doit garantir qu'elle remboursera, il me semble que c'est 100 000, je ne sais plus si c'est 100 000 ou 50 000, je crois que c'est 100 000, qu'elle vous remboursera maximum 100 000 euros. Donc si vous avez 150 000, ça pourrait être intéressant de diversifier vos banques, comme ça vous êtes sécurisé dans les différentes banques dans lesquelles vous êtes et vous avez cette loi qui vous protège en cas de faillite. Et c'est comme ça qu'on accueille le sponsor de ce podcast. Non, je rigole, calmez-vous. Un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est qu'on peut également choisir sa banque en fonction des valeurs qu'elle partage. Parce que ça se trouve, sans que vous le saviez, ni le cautionniez, votre épargne, elle sert à financer l'élevage intensif, ou le marché du pétrole, ou le marché du fioul. Peut-être que ça vous gêne pas, mais peut-être que si. Et il existe aussi des banques qui garantissent des placements qu'ils considèrent un petit peu plus éthiques, et vous seriez peut-être plus à l'aise avec l'idée de les laisser utiliser votre argent pour investir dans ce genre de marché. Comme, je sais pas, l'élevage moins industriel, les énergies vertes, etc. Je vais pas citer de banques dans ce podcast, mais allez taper banque investissement éthique et vous allez trouver les banques les mieux positionnées là-dessus. En tout cas, votre argent est très loin de dormir quand vous le déposez sur votre compte. Il connaît toute une durée de vie et je pense qu'il est important d'en avoir au moins une petite idée pour prendre conscience des potentielles conséquences et pouvoir se positionner sur la manière la plus sécurisée et la plus optimale pour, de 1, ne pas perdre votre dépôt et de 2, si vous le souhaitez, aller chercher les meilleurs profits possibles. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire avec grand plaisir. Et si vous êtes sur Spotify, Deezer, etc., vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. C'était Lovig pour le podcast Investia. Ciao les potes.